Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode d'une série qui va nous retenir jusqu'au 5 juillet, normalement. Hop. Donc au 8 juillet, pardon, le premier épisode aujourd'hui, c'est sur les fondamentaux. Donc on va passer 1 heure, le temps est court. Tout de suite, je vous signale que les interventions se dérouleront les unes après les autres. Et pour les questions, vous poserez des questions par le chat et nous garderons un temps en fin de session pour aborder quelques questions parce que vous êtes nombreux, donc on ne pourra peut-être pas traiter toutes les questions qui pourraient éventuellement survenir. Donc pour ne pas trop retarder les intervenants, parce qu'ils ont quand même un challenge à relever pour tenir le temps, tout de suite, je vous présente les acteurs d'aujourd'hui. Si ma diapositive veut bien passer. Voilà. Donc, la première intervenante sera Cécile Vaugelade, qui est directeur des affaires réglementaires au SNITEM et qui va parler de l'EUDAMED et de l'IUD avec les principes réglementaires en regard du nouveau règlement. Ensuite, Virginie Gueff, qui est correspondante Europe et institutions à la direction des dispositifs médicaux cosmétiques et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à la NSM, c'est difficile à dire. Donc, nous parlera de l'EUDAMED et de l'IUD et du lien avec l'interface de la nomenclature européenne EMDN. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Laurence Azoulay, qui est catégorie manager senior santé chez GS1, comme elle est catégorie manager, j'allais dire GS1, et qui parlera donc au titre de l'entité désignée par la Commission européenne pour justement ces standards d'IUD. Et elle présentera bien évidemment les standards GS1. Je voulais aussi bien évidemment associer, parce qu'ils ne parlent pas aujourd'hui, mais ils sont bien évidemment présents avec nous, Gilles Ebrecht et Guillaume Descotes de la DGOS, avec qui nous avons donc conçu ce programme et nous espérons que cette première journée commencera bien et que nous serons heureux de vous accueillir sur les journées suivantes. Donc tout de suite, je donne la parole à Cécile. Bonjour à tous, merci Dominique. Donc, je vais à mon tour partager l'écran. Vous me confirmez que vous voyez la présentation? C'est bon. C'est bon, Cécile. Ok. Donc, le SNITEM est ravi de s'associer à cette initiative pour cette série de webinaires sur les jeudis de l'IUD. Et donc, pour commencer, on va essayer de poser vraiment les bases réglementaires, les définitions et de quoi on va parler pour aller dans les autres séances vers des choses beaucoup plus applicatives. Mais il nous a semblé important de repartir de la genèse, je dirais. Donc, les grands principes, déjà, c'est celui de la base européenne EUDAMED, qui est cette base que tout le monde attend depuis longtemps. Une première existait, mais n'a jamais vraiment fonctionné. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette base, elle sera constituée de plusieurs modules, des modules qui sont plutôt des modules métiers, et qui permettent d'enregistrer et de partager de l'information sur des activités. Et vous les voyez là. Et vous voyez qu'en dessous, il y a un module supplémentaire qui est un module transversal, qui est celui de la base de données IUD. Et qui va vraiment être, je dirais, le socle qui permet de retrouver à tout moment dans la base les informations sur un dispositif en particulier. L'IUD, suivant sa forme, sera soit une clé d'introduction, donc d'enregistrement dans la base de données, soit une clé d'accès, donc d'interrogation de cette base. Vous voyez que par contre, la base IUD n'est pas connectée à la partie investigation clinique. Et ça, c'est parce que, assez logiquement, dans les premiers temps de l'investigation clinique, on n'a pas encore de dispositif. On est en train de définir sa conformité. Et donc, celui-ci n'existe pas. Et donc, on n'a pas de lien direct. Donc, cette base de données, je vous l'ai dit, sera en partie publique et en très grande partie publique. Vous avez son lien en bas à droite et vous pouvez déjà aller voir ce qu'il y a, puisque Virginie vous l'expliquera, il y a déjà des choses dans cette base. Donc, on a essayé de vous l'expliquer rapidement avec ces fameux yeux qui sont soit complètement ouverts, soit à moitié fermés, alors dans un sens un peu bizarre. La définition exacte de tous les éléments par rapport au fait qu'ils seront publics ou non n'est pas complètement connu à ce stade.
Mais vous avez une idée des modules qui seront en tout cas en partie publics. Maintenant, si on passe au principe de l'identifiant unique, donc de ce fameux IUD, alors on dira aussi UDI pendant cette présentation, il faut comprendre que ce principe n'est pas un principe nouveau hein, et qui tombe avec le règlement. Il est vraiment fondé sur des lignes directrices internationales. L'idée, c'était de répondre à une problématique qui dépasse le cadre purement européen, c'est celui de la traçabilité des dispositifs médicaux. Il est d'ailleurs mis en œuvre dans certaines parties du monde, et ceci dès à présent. Et ces objectifs, c'était bien sûr d'améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux, donc une traçabilité sanitaire hein, qui va jusqu'au patient, permettre aussi une meilleure notification des incidents et des mesures correctives de sécurité. L'idée, c'est de savoir à tout moment de quel dispositif on parle de façon sûre et certaine. Un élément qui est un peu moins majeur, mais qui existe malgré tout, c'est lutter contre la contrefaçon. Tout ça, bien sûr, pour assurer une meilleure sécurité du patient. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'au-delà de ces principes, je dirais, immédiats, généraux et majoritaires, cette IUD peut être un outil qui devrait améliorer les politiques d'achat et la gestion des stocks. Et donc, c'est plutôt des effets collatéraux positifs qu'on attend de l'utilisation de cette IUD. Dernière chose à retenir, c'est que l'IUD, on le présente évidemment comme un outil de traçabilité. Mais la traçabilité ne se limite pas à l'IUD et il y a bien d'autres choses à mettre en place pour que le système fonctionne. Par contre, cet outil est un outil puissant. Alors, on va commencer par les termes à connaître et sur lesquels vous pourrez vous reporter à tout moment. Le premier, c'est, on parle d'IUD, mais l'IUD, c'est un système. Et l'IUD, c'est en fait l'association de l'IUD-ID et de l'IUD-IP. Donc, la partie IUD-ID, c'est la partie identifiant le dispositif. Donc, ce sera toujours un code numérique ou alphanumérique, unique, hein, évidemment, c'est bien le but, et qui sera propre à un modèle de dispositif. Avec ce code, on va emmener d'autres informations, soit à l'intérieur du code, soit avec le code, on le verra tout à l'heure. Et l'idée, c'est de pouvoir déterminer quel est le fabricant, quel est le produit, quelle est sa dénomination, s'il est stérile ou non. Enfin, on verra qu'il y a d'autres éléments. Et puis, on a une deuxième partie sur cette IUD, c'est l'IUD-IP, c'est l'identifiant de production, pour identifier l'unité de production. Donc là aussi, c'est un code numérique ou alphanumérique, évidemment unique, et qui va identifier cette fois-ci l'unité de production du dispositif qui nous intéresse. Donc, suivant ce dispositif et suivant les choix que feront les industriels, le code, ce fameux ID-IP, va coder le numéro de série, le numéro de lot, l'identifiant de logiciel, et ou la date de fabrication et ou la date d'expiration. Et donc, quand on parle d'IUD d'une façon générale, on entend l'IUD-ID plus l'IUD-IP, c'est ce qui fait l'intégralité du code IUD pour un produit. Et puis, on a un troisième élément, qui est un élément qui est plutôt spécifique au secteur réglementaire européen, qui est l'IUD-ID de base, qui est en fait un identifiant réglementaire. Donc, on le verra après, ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, si vous êtes utilisateur du produit, vous ne le retrouverez pas sur l'étiquetage du produit, mais par contre, c'est un identifiant réglementaire qui sera plutôt attaché aux documents réglementaires. Ce qu'il faut retenir donc, sur cette IUD-ID de base, et c'est décrit dans un guide MDCG, c'est que c'est donc une racine réglementaire et qu'à un IUD-ID de base, on va avoir un ou plusieurs IUD-ID, puisque l'IUD-ID de base regroupe des dispositifs qui ont la même finalité, la même classe de risque et les mêmes caractéristiques essentielles de conception et de fabrication. Donc, on comprend que c'est une racine qui peut entraîner plusieurs produits derrière, plusieurs IUD-ID. Par contre, et ça c'est très important, il faut que chaque IUD-ID ne soit rattaché qu'à un seul IUD-ID de base, sinon le système ne pourra pas fonctionner. Alors, je vous ai dit que ces IUD étaient des codes, hein, mais dans ces codes, on a quelques informations. Mais par contre,
Attachés à ces codes, on va avoir ce qu'on appelle des attributs, des informations qui pourront accompagner les produits suivant les systèmes, et on le verra après au cours de tous les différents séminaires, mais qui sont des choses qui, de toute façon, en tout cas les attributs réglementaires, seront enregistrés dans la fameuse base IUD que je vous montrais tout à l'heure, qui était en horizontale sous notre base EDMN. Donc, ces attributs réglementaires, je vous en ai cité quelques-uns, ils sont assez logiques, hein, c'est le nom et l'adresse du fabricant, le code de nomenclature EMDN, et on en parlera tout à l'heure, la classe du dispositif, la quantité par unité de conditionnement, le nom du dispositif ou la dénomination commerciale, et puis des éléments un peu plus techniques. Est-ce qu'il est à usage unique, oui ou non? Est-ce qu'une stérilisation est nécessaire avant son utilisation, oui ou non? Vous pouvez retrouver tous ces attributs réglementaires dans l'annexe 6 du règlement. Et je vous ai mis que c'était quelque chose qui était enregistré par le fabricant dans la base de DAMED et qui sera transmis. Parce qu'on verra après que le fabricant, bien sûr, il maîtrise tous ces attributs et c'est aussi lui qui le transmettra à ses utilisateurs. Et puis, on peut rajouter des attributs qui ne sont pas purement réglementaires et obligatoires à l'enregistrement, mais qui sont utiles, comme on l'a dit, soit à la logistique, à l'approvisionnement, à la facturation. Et ça, ces éléments que maîtrise le fabricant seront aussi transmis avec ces IUD. Donc, j'ai mis des exemples comme la taille de la palette de livraison ou le statut vis-à-vis du remboursement. C'est important pour nous en France. Mais il faut bien comprendre qu'on a nos codes et puis on a toute la liste d'attributs qui sont attachés à ces codes. Et c'est pour ça que c'est un schéma que vous retrouverez normalement régulièrement dans notre série de webinaires. L'idée, c'est bien que le fabricant maîtrise toute sa fiche produit, son Product Info Management, son PIM. C'est lui qui on va le voir, attribuer l'IUD, mais aussi attribuer tous les attributs qui vont avec. Il a bien sûr l'obligation de remplir la base de DAMED avec les attributs réglementaires qui sont attendus dans cette base, ce qui permettra à un certain nombre d'acteurs de regarder dans la base ce qui les intéresse. Mais ces mêmes infos, il va les transmettre avec des infos supplémentaires qui sont utiles, encore une fois, à la vie du produit et à sa distribution, dans des bases de données, des fiches produits, des e-catalogues. Ce sera l'objet d'autres séminaires. Et là, les utilisateurs professionnels, les centrales d'achat, les hôpitaux pourront avoir accès à l'ensemble de ces attributs à travers ces informations. Alors, si on regarde d'un peu plus près l'IUD, comme je vous l'ai dit, c'est un outil de traçabilité qui se base sur 4 piliers. Le premier, c'est la production de l'IUD et de l'IUD-ID de base. Ça, c'est bien le fabricant qui en a la responsabilité. Il aura aussi la responsabilité de l'apposer sur le dispositif, on verra comment, et de l'enregistrer dans la partie base européenne pour la partie réglementaire. Et puis, tous les autres acteurs de la chaîne, jusqu'à l'utilisateur, jusqu'à l'établissement, auront, eux, des obligations en termes d'enregistrement de ces IUD. Alors, il faut retenir que l'attribution, la production d'un IUD par le fabricant, elle se fera sur tous les dispositifs, sauf les DM sur mesure et ceux en investigation clinique, avant marquage CE, comme on l'a dit. Et c'est le fabricant qui assignera cet IUD unique à chaque dispositif et à tous les niveaux supérieurs d'emballage et de conditionnement. Et ça, c'est dès le 26 mai 2021 pour tous les dispositifs règlement, tous ceux qui vont être certifiés suivant le nouveau règlement. Pour ce qu'on appelle les legacy devices, c'est les produits qui pourront continuer à être mis sur le marché pendant la période de grâce. Eux aussi, à un moment, ils devront être enregistrés dans la base de DAMED. Et donc, même s'ils n'ont pas d'obligation réglementaire à avoir un IUD, par essence, au moment de l'enregistrement, la base leur en attribuera de fait le DAMED ID. Ils ont aussi la possibilité, de façon volontaire, d'appliquer, dès qu'ils le souhaitent, le système IUD et ils pourront l'enregistrer dans le DAMED, leur produit, grâce à cet IUD. L'IUD-ID de base dont on a parlé, le principal identifiant du modèle du dispositif, c'est aussi le fabricant, bien sûr, qui l'assigne. C'est donc la principale clé qui permet d'introduire les informations. Je vous l'ai dit, il apparaît sur les documentations techniques, les certificats et les déclarations de conformité, donc vraiment la partie réglementaire, et on ne le retrouvera jamais sur les étiquetages. Là, de la même façon, obligatoire dès 26 mai 2021 pour les produits règlements, et c'est exactement le même système pour les legacy, donc les dispositifs directifs qui profiteront de la période de grâce.
Alors, cette IUD, justement, comment on le code, sous quel format? Eh bien, ce que dit le règlement, c'est que c'est les fabricants qui le font, mais suivant des codes, un langage, des standards qui sont produits par des entités agréées. Et elles ont été agréées, reconnues par la Commission européenne. Il y a un acte d'exécution pour ça. Et ces entités sont au nombre de 4, donc GS1, dont on a un représentant aujourd'hui qui va nous illustrer tout ça, HIBCC, ICCBBA et IFA, qui était un petit nouveau qu'on n'attendait pas, qui est une entité allemande. Donc, voilà, c'est le fabricant sur la base de ces standards qui va coder ces IUD. Et c'est, comme je vous l'ai dit, à lui de déterminer comment il va définir son unité d'utilisation. Est-ce que ce sera le numéro de série, le numéro de lot, etc., etc. Donc, il y a quelques subtilités que je vous ai marquées sur la diapo et que vous pourrez retrouver après. Par exemple, pour les DM implantables actifs, on sait que la partie IP, c'est vraiment le numéro de série qui est attendu. Alors, si on regarde les différentes utilisations, on voit bien qu'elles seront différentes suivant si on est dans la partie complètement réglementaire, la déclaration de conformité, la documentation technique. On l'a dit, c'est l'IUD-ID de base, c'est ce qu'on retrouve sur le certificat. Par contre, évidemment, si on parle de carte d'implant, la carte d'implant, elle va aller jusqu'au patient. On doit savoir ce qu'il a reçu comme produit. On va avoir besoin du système complet de l'IUD, y compris la partie IP, bien sûr, puisque c'est la partie avec unité de production. Même chose pour tout ce qui est vigilance et mesures correctives, c'est logique. Par contre, dans EUDAMED, on n'ira pas enregistrer les IP, on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, on restera au niveau de l'ID. Et puis, sur ce que vous retrouverez sur les conditionnements, les conteneurs de transport, il n'y en aura pas. Par contre, tous les niveaux de conditionnement supérieurs jusqu'au dispositif auront leur propre IUD. Enfin, les informations par rapport à l'apposition, on a dit que l'attribution était obligatoire à partir du 26 mai 2021 pour tous les dispositifs règlements. Par contre, l'apposition, que ce soit sur l'étiquetage ou sur les dispositifs eux-mêmes quand ils sont réutilisables, se fait suivant un calendrier cadencé. Par le report du règlement, on a une simultanéité, je dirais, pour les DMI et classe 3 qui, eux, doivent avoir non seulement l'attribution, mais la position sur l'étiquette à partir du 26 mai 2021. Par contre, pour les 2A, 2B, c'est 2 ans après, les classes 1 après, ça sur l'étiquetage. Et en ce qui concerne les marquages directs sur des dispositifs réutilisables, on prend les dates précédentes et puis on ajoute 2 ans. Enfin, sous quel format, quelle va être la tête de ces fameux codes? Ce que dit le règlement, c'est qu'il doit apparaître ce code suivant 2 formats. Le format AIDC, qui est un format de capture automatisé, donc on va dire un format informatique, on dirait. Donc, il peut être soit un code linéaire ou en 2D, et la possibilité, mais pas une obligation, de rajouter du RFID. Et il doit être aussi lisible en format lisible par l'homme, le format HRI. Vous avez quelques exemples en bas, mais je pense que Laurence ira un peu plus loin sur ces sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que la base, normalement, il faut les deux, tout le temps. Et que là aussi, il y a quelques subtilités quand c'est petit, quand ce n'est pas possible, et suivant les lieux auxquels sont destinés les produits en termes comment dire, de passage à l'utilisateur final, soit à l'hôpital, soit plutôt dans des lieux où les utilisateurs, les patients peuvent acheter directement les dispositifs. Je dirais, le format majoritaire ne sera pas le même. À l'hôpital, ça sera plutôt l'AIDC. Et puis, pour tout ce qui est pharmacie ou grande surface, puisqu'on a quand même des DM en grande surface, ça sera plutôt en priorité le HRI. Voilà, je suis arrivée au bout de ma présentation et donc je vais laisser la main pour une première illustration à Virginie. Merci Cécile. Je rappelle donc que les questions seront posées en fin des 3 présentations. Il y a déjà un certain nombre de questions. Vous pouvez utiliser les pictogrammes QR. Il y a aussi des questions qui ont été posées dans la discussion. Elles ne seront pas perdues, nous les récupérons. Ne vous inquiétez pas. Mais il y en a qui ont déjà eu des réponses.
Bonjour à toutes, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous faire aujourd'hui une présentation qui est assez complémentaire de celle de Cécile Vaugelade et qui va peut-être matérialiser un petit peu la façon dont on pourra retrouver les informations, notamment concernant l'IUD et les informations concernant la nomenclature dans Eudamed. Donc, on va commencer par quelques généralités. On parlera un peu plus en détail de la nomenclature et on verra en pratique à quoi ça va ressembler demain quand on aura l'outil Eudamed. La première chose, même si Cécile Vaugelade a déjà un peu parlé d'Eudamed, c'est de vous rappeler quelles sont les généralités concernant Eudamed. Donc, Eudamed est bien une base de données destinée au partage d'informations et un de ses éléments clés, c'est évidemment l'identification unique des dispositifs, qu'il s'agisse de DM ou de DMDIV, qui sont mis sur le marché européen en vue notamment de leur traçabilité, bien évidemment. Eudamed est un peu, si on peut dire, la colonne vertébrale de ces deux règlements, règlement DM et règlement DMDIV, les 2017-745 et 2017-746. Et donc, Eudamed est essentiellement destiné à la base à permettre à la fois aux opérateurs économiques, aux autorités compétentes, aux organismes notifiés et à la Commission européenne de répondre à leurs obligations réglementaires et qui sont toutes énoncées donc, dans les deux règlements. Néanmoins, il y a une grande partie de Eudamed qui sera publique, et donc qui permettra à nous tous, tout un chacun en tant que citoyen européen, d'avoir accès aux informations que sont aux informations relatives donc, aux dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, que ce soit en termes d'investigation clinique, d'évaluation de performance, mais aussi de toutes les informations correspondant aux dispositifs qui sont mis sur le marché, les certificats qui ont été délivrés, et après leur mise sur le marché, évidemment, tout ce qui concerne la vigilance, les actions correctives et la surveillance du marché. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces 6 modules d'AMED et la base de données IUD sur lesquels ils sont adossés vont permettre vraiment de répondre à tout ce qui est édicté dans le règlement, mais aussi permettre à tous les citoyens d'avoir les informations sur les DM. Vous voyez ici un schéma qui est beaucoup plus simplifié que ce qui a été fait dans la présentation précédente. Le but n'est pas de vous expliquer tout en détail Eudamed, simplement de vous rappeler un peu le mode de fonctionnement. Donc, vous voyez qu'il y a bien ces 5 modules, donc les modules acteurs, DM, ON certificat, vigilance et surveillance du marché qui sont complètement adossés à la base UDI, et qu'il y a aussi le module investigation clinique qui, comme l'a expliqué Cécile un peu plus tôt, ne peut pas être complètement lié à la base UDI puisque les dispositifs, par définition, qui sont en cours d'investigation clinique, n'ont pas encore d'UDI. Néanmoins, pour vous expliquer de façon très schématique et rapide comment va se passer en pratique l'enregistrement dans Eudamed, donc la première clé d'entrée, ce sont les acteurs qui doivent s'enregistrer, donc les fabricants, les mandataires, les importateurs et les assembleurs, pardon, qui vont s'enregistrer dans ce module acteur et dont les informations vont être vérifiées, validées par l'ANSM, ce qui permet à la base de générer, une fois la validation de l'ANSM faite, la base génère donc un numéro d'identifiant unique qu'on appelle le SRN et dont va disposer l'opérateur économique, et donc il sera sa clé d'entrée pour pas mal d'opérations dans Eudamed, et surtout un identifiant unique en fonction de son rôle. Ce sont ensuite donc les fabricants et les assembleurs qui vont venir renseigner la base UDI et les bases DM, la base DM, qui vont permettre donc d'avoir toutes les informations qui ont été décrites un peu plus tôt et que vous verrez aussi un peu plus tard dans ma présentation sur les dispositifs. En lien avec ce module DM, un module très important, en tout cas réglementairement, mais qui sera aussi visible par le grand public, c'est le module certificat. C'est-à-dire que les organismes notifiés, qui sont les organismes qui délivrent les certificats, vont venir renseigner cette base certificat
et le lien sera fait avec les dispositifs qui sont la base via l'UDI. On commence à entreapercevoir l'utilité d'avoir un identifiant unique, une traçabilité, ce qui va donc permettre de conforter les informations données, renseignées par les fabricants, puisque les certificats, eux, seront liés par les organismes qui les délivrent. Donc voilà un bref rappel du fonctionnement de DAMED, en tout cas pour ce qui concerne la base en fait de cette base de données, si j'ose dire, que sont les 3 premiers modules, donc acteurs, DM et certificats. Évidemment, par la suite, quand il y aura des incidents de vigilance ou des opérations de surveillance du marché sur les dispositifs en question, eh bien, ils seront toujours référencés par le même identifiant qui sera l'UDI. Pour revenir à EUDAMED et à son utilisation, parce que vous en avez peut-être entendu parler ou pas d'ailleurs, EUDAMED est donc la base prévue par le règlement qui entre en application, le premier règlement entré en application est le règlement DM qui entrera en application le 26 mai de cette année. Néanmoins, la base EUDAMED n'est pas prête au 26 mai. Et donc, par conséquent, la Commission européenne va nous mettre à disposition progressivement les modules EUDAMED au fur et à mesure qu'ils seront prêts. L'utilisation d'EUDAMED ne sera obligatoire pour tous que lorsque EUDAMED sera déclaré pleinement fonctionnel, donc à l'issue d'un audit qui est prévu à l'article 34 du règlement DM. Donc, avant que EUDAMED soit pleinement fonctionnel, c'est-à-dire que tous les modules soient fonctionnels et qu'on ait eu ce fameux audit, l'utilisation de EUDAMED sera volontaire à la fois pour les opérateurs économiques, mais aussi les autorités compétentes. Néanmoins, pour ce qui concerne la France, la NSM s'inscrit dans une démarche vraiment d'utilisation volontaire de EUDAMED autant que possible, et donc on a encouragé, on continue d'encourager tous les opérateurs qui sont établis en France à s'enregistrer dans EUDAMED. Donc, ce que je vous disais sur la diapo précédente, ça concerne les fabricants, les mandataires, les importateurs, les assembleurs. Donc, tous ces opérateurs-là peuvent s'enregistrer dans EUDAMED. La NSM vérifie les informations et ce qui permet de généraliser le SRM. C'est très important pour nous puisque ça permet à tout le monde de se familiariser avec cette base. Ça permet aussi de remplir progressivement la base et de ne pas avoir de goulot d'étranglement le jour où la base sera d'utilisation obligatoire. Le premier module de la base EUDAMED a été mis en production le 1er décembre et il s'agit du module acteur. Je vous ai dit que c'était la clé d'entrée. Sans ça, les acteurs ne pourront pas renseigner les DM. Donc, on a fait une communication là-dessus début décembre pour expliquer qu'en France, nous, on encourageait l'enregistrement, qu'on ne demande pas de double enregistrement auprès de l'agence parce que par ailleurs, il y a des dispositions qui demandent l'enregistrement des opérateurs auprès de la NSM. Et pour nous, donc l'enregistrement de EUDAMED vaudra enregistrement auprès de la NSM. C'est conforme aussi à un position paper du MDCG qui est paru en 2020, donc vous avez le lien ici. Et donc, on a également publié un guide qui permet aux opérateurs qui doivent s'enregistrer dans EUDAMED de connaître les informations indispensables à ce que la NSM les valide, à ce que on puisse approuver les demandes d'enregistrement. Donc, vous avez tous les liens là si vous souhaitez aller les voir. Maintenant, pour ce qui concerne un peu plus la nomenclature des dispositifs médicaux, donc elle est prévue à l'article 26 du règlement DM, et donc c'est l'ENDN. La première chose, c'est que cette ENDN maintenant est choisie et il s'agit d'une traduction de la CND, qui est la nomenclature utilisée à la base par nos collègues italiens. Bonne nouvelle, l'ENDN est disponible désormais en anglais. Elle est, la traduction de l'italien vers l'anglais est désormais disponible. Elle est disponible depuis pas très longtemps, puisqu'elle est disponible depuis le 4 mai en consultation sur le site dont vous avez
le lien ici, et donc sa traduction en français est en cours de validation, puisque l'objectif, c'est d'avoir une traduction dans les différentes langues intégrée dans EUDAMED quand le module DM de EUDAMED sera disponible. Donc, le MDN sera bien intégré dans EUDAMED, c'est-à-dire qu'à chaque dispositif, on devra pouvoir voir sa catégorisation vis-à-vis de la nomenclature. Un petit point de rappel que j'ai souhaité noter là, parce qu'on a tous été plus ou moins familiers avec la nomenclature GMDN, qui était souvent la nomenclature utilisée à la fois par les fabricants, mais aussi par les utilisateurs et par nous, autorités compétentes. Et donc la GMDN n'est pas définitivement pas la nomenclature officielle de la réglementation européenne. Néanmoins, suite à différentes questions à la fois des fabricants et des utilisateurs, il semblerait qu'on pourra avoir, ce ne sera pas dans les premières versions de EUDAMED, mais dans les versions futures, une table de correspondance GMDN-EMDN qui serait intégrée dans EUDAMED pour faciliter les recherches de ceux qui sont familiarisés avec la GMDN. Ça, c'est une information vraiment à garder au conditionnel. C'est ce qu'on nous a dit récemment. Néanmoins, je ne sais pas du tout à quelle échéance ça pourrait être. Donc, en pratique, puisque je vous parle de cette base EUDAMED, comment est-ce qu'on pourra y accéder? Il y a deux façons d'accéder à EUDAMED, de consulter les informations et de récupérer des informations. La première, elle est toute simple, c'est celle qu'on peut tous connaître, c'est une interface utilisateur. Donc, on a un lien, d'ailleurs il existe déjà, vous le verrez un peu plus tard, un lien pour aller consulter cette base EUDAMED. Il y a une interface graphique et on peut aller consulter les données. Et dans une certaine mesure, on pourra télécharger des données sous un format de fichier qui s'appelle XML, qui est un format assez standard. Je vous montrerai un peu plus tard. Donc, quand on fera une recherche sur un produit, par exemple, il sera possible de récupérer les données dans ce format-là. Mais attention, ça veut dire qu'on ne pourra pas récupérer toute la base EUDAMED. Voilà, c'est vraiment un téléchargement au cas par cas. C'est important de le souligner, hein, il n'y a pas de modalité d'interopérabilité avec des systèmes d'information tiers. On ne peut pas connecter un système d'information en direct avec EUDAMED pour récupérer, je ne sais pas, imaginons toutes les informations de tous les dispositifs mis sur le marché en France ou dans quelconque pays européen. Donc ça, ce n'est pas possible. C'est vraiment quelque chose qui sera en consultation et au cas par cas, on pourra télécharger les informations sous ce format qui est très standard, XML. Voilà. Donc, je vous le disais, il y a déjà un accès public à la base EUDAMED, donc au module, en l'occurrence pour l'instant on a uniquement le module acteur, le module opérateur économique. Donc vous avez le lien ici pour accéder à la base et vous avez ici la capture d'écran de l'écran d'accueil quand on arrive sur cette base. Donc pour l'instant, il y a un seul pavé qui est le pavé opérateur économique. Donc, si vous y allez aujourd'hui, vous pourrez voir tous les opérateurs économiques qui sont enregistrés depuis le 1er décembre. En France, il y en a en ordre de grandeur, c'est un peu plus de 400 opérateurs économiques qui aujourd'hui sont enregistrés et visibles dans EUDAMED. Toujours dans cette base de données publique, donc dans l'interface publique, vous voyez donc le type de recherche que vous pouvez faire, qui à l'heure actuelle est très simple, puisque sur les opérateurs économiques, il n'y a pas beaucoup de clés d'entrée. Donc, on peut faire un filtre sur le nom de l'opérateur économique, le numéro de SRN, donc le numéro d'enregistrement, mais à ce stade, on ne les connaît pas bien, donc pour l'instant, c'est probablement pas sur celui-là qu'on va faire la recherche. Néanmoins, demain, quand on aura, et quand vous, dans les établissements de santé, vous aurez les informations sur les opérateurs économiques, je pense qu'on va tous se familiariser avec ces numéros et on saura où les retrouver, et ça permettra d'aller directement à l'information. Et bien évidemment, on peut faire une recherche par rôle, c'est-à-dire fabricant, importateur, par exemple, ou mandataire, par pays et ou par autorité compétente. Donc voilà à l'heure actuelle ce dont on dispose déjà d'EUDAMED en version grand public.
En pratique, je vous ai mis quand même, pour vous montrer à quoi ça va ressembler demain, la version test de Eudamed, à laquelle on a accès, nous, depuis seulement début avril, concernant donc les modules que vous voyez en bas. Hein, je vous ai montré le pavé tout à l'heure, opérateur économique. Sur ce pavé, on a donc le module UDI dispositif et le module certificat qui sont intrinsèquement liés, puisque on aura le lien entre le certificat et les dispositifs. Alors, je vous le dis, je ne suis pas certaine que l'interface ressemble à ça au final, d'autant plus que j'ai un accès, moi, qui est un accès autorité compétente, donc l'accès grand public aura probablement une physionomie un peu différente, mais dans les faits, c'est à ça que ça va ressembler. Je pensais important de vous montrer ce qu'on pourra faire comme recherche demain. Là encore, hein, c'est la version test, donc on est bien d'accord, je ne peux pas garantir que la version finale ressemblera à ça. Néanmoins, voilà le type de recherche qu'on pourra faire dans Eudamed pour rechercher un produit. Donc, vous voyez que les premières clés d'entrée sont bien sûr l'UDI-DI, le basique UDI, puisque c'est le versant réglementaire qui est vraiment pour nous, autorité compétente, la clé. Mais vous aurez bien sûr la possibilité de faire des recherches soit sur le nom, sur le modèle, sur la réglementation applicable. Donc, est-ce que c'est un dispositif qui était enregistré selon la directive, selon le règlement? Est-ce que c'est un DIV, par exemple? Bon, évidemment, une recherche selon la dénomination commerciale, selon sa catégorie de risque. Je cherche des dispositifs de classe 2A, 2B, 3, par exemple. Et ici, quasiment au centre, le code de la nomenclature. Donc, on pourra évidemment faire des recherches selon le code de la nomenclature. Si vous recherchez un dispositif, je ne sais pas, une aiguille sous-cutanée ou une prothèse, ou je ne sais pas encore, voilà, vous pourrez faire une recherche là-dessus. Évidemment aussi une recherche sur le pays mis sur le marché, le numéro de référence du catalogue, etc. En dessous, on a évidemment tous les identifiants par SRN, etc. Mais je pense que dans la vie courante, on va faire plutôt des recherches directement sur les produits, sur des catégories de produits, plutôt que sur les recherches fabricants. Et c'est donc ici, vous voyez à côté du bouton recherche, qu'on aura un bouton qui n'est pas encore actif, qui est générer le fichier XML. C'est-à-dire que quand vous allez faire une recherche, vous aurez une sorte de tableau qu'on pourra générer sous forme de XML pour récupérer les informations. Mais là encore, hein, attention, c'est vraiment une récupération d'informations parcellaires ou cas par cas. Et donc pas quelque chose qui peut s'inscrire dans un interfaçage avec un système d'information d'un établissement de santé, ni même avec nos systèmes d'information à nous, à l'ANSM. Un passage rapide, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, Madame Azoulay a aussi sa présentation à faire derrière. Je vous ai fait là encore quelques copies d'écran, vous les aurez dans les présentations qui, je crois, vont être partagées, et de toute façon, la présentation sera en replay. Voilà à quoi ressemblera la fiche produit que vous aurez dans Eudamed. Donc, je pense que ça matérialise bien un peu tout ce que Cécile Vaugelade a dit avant. On a toutes ces informations qui sont attachées à l'UDI, la classe de risque, l'information si c'est un dispositif implantable ou pas. Et vous voyez qu'on retrouve ça sur la fiche avec évidemment les codes UDI, le code de nomenclature ici, le nom, éventuellement le nom de marque, etc. Et puis, de nombreux détails, comme par exemple, là j'ai pris un exemple que j'ai trouvé dans les dispositifs qui sont actuellement enregistrés dans la version test, avec les conditions de stockage, les contre-indications, les informations de mise sur le marché, c'est-à-dire est-ce que ce dispositif est mis sur le marché en France, oui ou non, à partir de quelle date il était mis sur le marché, à partir de quelle date il n'est plus sur le marché. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'informations. On verra aussi, je pense que ça c'est une information qui vous intéresse particulièrement dans les établissements de santé, les différents UDI en fonction du packaging. C'est-à-dire, j'ai un produit, je connais son UDI, mais finalement, dans quel différents packaging il est disponible.
Et puis, ce dont on n'a pas parlé encore, mais si il y a eu des investigations cliniques sur ce dispositif qui ont été enregistrées dans EUDAMED, la référence à ces investigations cliniques pour pouvoir aller dans le module investigations cliniques, avoir les informations sur les investigations cliniques qui ont été faites sur ce dispositif. Donc, vous voyez que toutes ces informations dont on a parlé avant vont vraiment se matérialiser dans EUDAMED par une lecture assez facile, assez simple finalement, des informations, des fiches produits. Voilà. Dernière diapositive, les prochaines étapes. Donc, je vous ai dit que le module acteurs est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez déjà aller voir tous les acteurs qui se seront enregistrés. Les 2 prochains modules, donc DM et certificat, vont être mis en production en septembre. À ce stade, on n'a pas la date précise. À titre personnel, je tablerai plutôt sur un fin septembre pour ne pas faire de fausses joies. Et donc, à partir de ce moment-là, les opérateurs économiques vont pouvoir commencer l'enregistrement de leur dispositif dans EUDAMED et les organismes notifiés vont pouvoir lier les certificats. Pour ce qui concerne les 3 prochains modules, donc investigation clinique, vigilance et surveillance du marché, ceux-là ne seront pas mis en production avant 2022 et on n'a pas à ce stade de date précise de leur mise en production. Voilà. Ma présentation est terminée. Je laisse la main à Madame Azoulay. Laurence, on ne t'entend pas. On vous en... Voilà. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Hop. Bonjour à tous. GS1 France remercie Europharmat pour cette invitation. Donc, je suis Laurence Azoulay, catégorie manager chez GS1 pour la filière santé, donc tout ce qui touche aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Et je vais vous présenter la codification plutôt du point de vue opérationnel. Il nous a semblé tout de même important de vous faire une présentation rapide de GS1 et de vous préciser ce qu'est une entité d'attribution. Donc, succinctement, GS1 est une organisation mondiale de standardisation neutre et à but non lucratif et créée par des entreprises pour les entreprises pour faciliter l'échange d'informations. Nous sommes présents avec 115 organisations locales, dont GS1 France, qui est la représentante pour la France, dans 150 pays, et il y a plus de 2 millions d'entreprises qui sont adhérentes. En France, nous sommes à près de 50 000 adhérents. Nous accompagnons des entreprises de toute taille dans de nombreuses filières. Donc, il y a bien évidemment la santé, mais on a aussi tout ce qui peut concerner les produits de grande consommation, ferroviaire, la construction, ou même le e-commerce. Il y a plus de 6 milliards de scans de code barre par jour dans le monde au format GS1. Nous offrons également un espace de collaboration pour tous nos adhérents pour résoudre ensemble des problèmes que les entreprises ne parviennent pas à résoudre seules. Enfin, GS1 est reconnu par des organisations internationales de renom, l'OMS, l'Organisation mondiale des douanes, l'OTAN, est également reconnue comme ONG par l'ONU. Donc, une entité d'attribution, c'est une entité qui est chargée de mettre en œuvre un système d'attribution de l'UDI pour identifier un dispositif tout au long de sa distribution, de son utilisation, conformément à la réglementation sur un territoire. Donc, comme l'a dit Cécile, 4 entités ont été retenues pour les règlements sur les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro. Et GS1 s'engage auprès des autorités à mettre à disposition des informations sur son système d'attribution et les opérateurs doivent se conformer aux règles d'attribution de l'entité qu'ils auront choisie. J'en profite pour apporter une précision importante sur le fait que GS1 et son personnel ne sont pas habilités à parler au nom des autorités ou à accorder des exemptions. GS1 propose ses services et recommandations sur les standards de codification uniquement. Donc, je vais vous présenter les différentes zones d'intervention de GS1. Donc, avec les standards, les entreprises identifient de façon unique et internationale des produits, des lieux, des biens tout au long de leur cycle de vie, quel que soit le canal de vente. Et la raison d'être de GS1, c'est l'identification
de tout cela. C'est vraiment au cœur de notre métier quotidien. Et on adore les acronymes, mais donc la chose la plus importante à retenir aujourd'hui, c'est qu'il y aura un standard pour suivre chaque produit, chaque lieu, chaque document, chaque événement. Les piliers sont Identify, donc pour l'identification, Capture pour le marquage et Share pour le partage d'informations. Les standards sont libres d'utilisation pour les adhérents et les adhérents GS1 et se basent sur des normes, entre autres des normes ISO. Concernant le marquage pour notre UDI, nous allons retenir le GS1 128 que vous voyez dans la zone intermédiaire et le GS1 Data Matrix. Nous allons en reparler. Donc, l'UDI et les standards GS1. Donc, sur le tableau, vous pouvez retrouver la correspondance entre les différents identifiants prévus dans les règlements et leur traduction en langage GS1. L'UDI est composé de deux parties, comme l'a rappelé Cécile. Donc, la première partie, c'est l'UDI-DI. Donc, on parle plutôt chez GS1 d'UDI ou d'UDI plutôt que d'IUD. L'identifiant du dispositif et cette UDI-DI ou UDI-DI permet la codification du dispositif de manière unique. En termes GS1, il s'agit du GTIN ou GTIN, le Global Trade Item Number. Je vais vous le présenter plus en détail après. L'UDI-PI identifie l'unité de production du dispositif. En termes GS1, nous allons retrouver les AI, les Application Identifiers ou identifiants de traçabilité. J'y reviens également après. Enfin, nous retrouvons le Basic UDI-DI ou l'IUD-ID de base, et c'est la correspondance GS1 GMN, le Global Model Number. Il ne s'agit donc pas d'un des composants de l'UDI, c'est une notion supplémentaire que je vous détaille tout de suite. Donc le GMN, le Global Model Number, il sert à identifier un modèle ou une famille de dispositifs et il est composé donc du préfixe entreprise, on l'appelle GCP chez GS1, c'est le code qui vous est alloué lorsque vous adhérez chez GS1 et il permet d'identifier votre entreprise pour rendre toute votre codification unique. Donc ça sera la première partie du code. Il y a ensuite la référence du modèle que l'adhérent souhaite affecter et ensuite une clé de contrôle à 2 caractères. Je vous propose d'accéder à un calculateur en ligne qui a été mis à disposition des adhérents par GS1. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. C'est bon. Donc, voilà le calculateur international qui permet à chaque entreprise, chaque adhérent, de pouvoir codifier ses GMN ou ses Basic UDI-DI. Donc, il va falloir, dans un premier temps, renseigner le préfixe de l'entreprise. Donc, je mets une valeur quelconque. Et ensuite, il va y avoir la possibilité donc, de codifier une partie qui vous est propre, qui vous est personnelle en alphanumérique. Donc, par exemple, si j'appelle le premier dossier de cette manière, je vais pouvoir faire un calcul qui va m'affecter la clé de contrôle à 2 caractères. Donc, ce code vous est bien personnel et vous pouvez le générer en toute autonomie. Je vais vite parce que, en effet, le temps nous est précieux. J'enchaîne sur l'UDI-DI, le GTIN. Donc, il correspond au Global Trade Item Number et il contient 14 caractères dans le standard GS1. Donc, lorsque vous adhérez à GS1, vous récupérez votre préfixe entreprise et vous avez la possibilité d'utiliser votre système de codification interne grâce à votre ERP, mais vous avez également la possibilité d'accéder en qualité d'adhérent à un outil GS1 qui s'appelle Code Online et qui vous permet de codifier tous vos dispositifs. Donc, ce fameux GTIN est composé donc du préfixe entreprise sur le même principe que le GMN, de la référence pour chaque dispositif et d'une clé de contrôle. Nous sommes alors à 13 caractères. Il suffit alors d'ajouter un 0 pour obtenir un GTIN à 14 caractères, sans recalcul de la clé de contrôle, et vous obtenez ainsi votre UDI-DI. Alors, certains d'entre vous avaient déjà des codes qui avaient été attribués à leur dispositif. Je pense au EAN,
par exemple. Donc, vous avez la possibilité de convertir vos codes au format à 14 caractères pour qu'ils soient reconnus en tant que GTIN UDI-DI tel que c'est prévu dans le standard. Il y a un lien qui est indiqué au bas de la page pour le calculateur de GTIN et j'en profite pour vous signaler que de nombreuses informations sont disponibles sur le site GS1 France. Alors, un des points qui avait été évoqué également par Cécile, un UDI est bien attribué pour chaque dispositif et ses différents niveaux de commercialisation. Les conteneurs de transport ne sont pas concernés par la réglementation. Donc, les règles sont bien précisées dans des allocation rules propres au système de santé par GS1 et il est prévu d'avoir un lien traçable entre les différents niveaux de codification. Évoquons l'UDI-PI, UDI-PI, IUD-IP. Et en langage GS1, nous parlons des Application Identifiers, donc les identifiants de traçabilité. Donc, c'est bien à chacun de définir quelles sont les données de traçabilité qui vont être à suivre pour vos dispositifs. Nous allons retrouver donc date de péremption, les numéros de lot avec la version de logiciel, numéro de série et date de fabrication avec des formats qui sont normés, qui sont précisés. Donc, par exemple, les dates sont en format 6 caractères, année, mois, jour. Les numéros de lot, numéros de série sont, eux, avec un maximum de 20 caractères alphanumériques. Et donc, on va avoir chacun de ces identifiants qui va être codifié. Donc, vous voyez que la date de péremption correspond à l'AI numéro 17. Pour vous l'illustrer, sur la symbologie du marquage, nous avons donc cette présentation. Donc, la réglementation accepte un code à barres linéaire à une dimension. Donc, ça sera le GS1 128 ou un code à barres à 2 dimensions, le GS1 Data Matrix. Donc, ce sont bien les deux images que vous voyez à gauche et au milieu. Il est possible d'ajouter un tag RFID, Radio Frequency Identification, mais c'est une option. Donc, vous voyez qu'il y a bien deux parties. Une partie pour la lecture automatique, l'AIDC, le Automatic Identification Data Capture, donc c'est le symbole. Et en dessous, vous avez la partie HRI, le Human Readable Interpretation, les HRI, les fameuses HRI, qui vont concaténer toutes les informations de traçabilité, d'identifiants de production qui auront été choisis. Donc, vous les retrouvez au bas. Il doit se situer toujours à proximité du marquage. Pour vous l'illustrer, nous avons préparé une série de 2 étiquettes. Donc, une première avec un code à barres à une dimension. Donc, on retrouve bien l'UDI qui fait partie de l'étiquette et l'étiquetage fait partie de la réglementation. Et la partie UDI, donc entourée, vous avez bien une partie statique et une partie dynamique. Avec un code Data Matrix, c'est exactement la même chose. Donc, on voit bien le code qui est repris ici. En général, il est souvent utilisé pour tout ce qui est marquage sur des zones plutôt réduites. Et vous avez bien une partie statique et une partie dynamique. Mais je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je suis allée un peu vite. J'espère que vous avez réussi à suivre, mais il y aura le replay. Si vous avez des questions, une équipe GS1 est dédiée à la santé. Nous avons également la possibilité de vous mettre en relation avec notre service premium pour des formations ou des accompagnements personnalisés. Merci à vous. Je redonne la main. Merci Laurence, merci Virginie, merci Cécile. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans les questions-réponses. Certaines ont été répondues en direct. On va peut-être en prendre quelques-unes. Il y en a qui concernent l'IUD. Virginie, il y en a qui concernent EUDAMED. Est-ce que vous voulez donner des réponses?
Oui, alors il y a une première question qui est est-ce que les fabricants qui bénéficient de la période de transition sont obligés de s'inscrire maintenant dans Eudamed avant le 26 mai 2021? Donc je confirme que tous les fabricants de dispositifs médicaux qui vont continuer à les mettre sur le marché après le 26 mai 2021 devront à terme s'enregistrer dans Eudamed. Néanmoins, il n'y a pas d'obligation de s'enregistrer avant le 26 mai 2021, mais on vous encourage à vous enregistrer dès que possible dans Eudamed. Il y avait une question sur le test, la possibilité de tester. Oui, alors il n'y aura pas de base test, c'est la Commission européenne qui gère les Eudamed et il n'y aura pas de base test ouverte au public avant septembre. C'est one shot. Oui, ce sera ouvert en septembre pour tout le monde. Il y avait une autre question, oui, sur les champs de recherche. Je dois dire qu'à ce stade, on n'a pas eu, nous, la possibilité de beaucoup tester la base Eudamed et je ne peux pas dire à quel point il y aura des tolérances sur les recherches. J'espère, comme vous, qu'on pourra mettre des termes incomplets, etc., pour faire les recherches et qu'il ne faudra pas être précis, trop précis, parce que sinon, on le sait tous, les recherches sont compliquées. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, je crois que sur la base de Une question par rapport à la vigilance aussi, il me semble, de Laure. Elle a peut-être été répondue en Et ligne. elle a été répondue par Cécile en direct. Après, il y a une dernière Cécile question. a pris la main. D'accord. Il y a une question sur Juste peut-être pour tout le monde, il y a beaucoup de questions sur quel sera le niveau d'ouverture de la partie vigilance. Qu'est-ce qui sera public, qu'est-ce qui ne le sera pas pour les utilisateurs? Est-ce qu'il y aura une vision globale européenne? Donc, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas encore la granulométrie précise de ce qui sera public ou pas. L'idée était quand même que tout ce qui peut l'être le soit. C'est-à-dire qu'après, on a des problématiques de confidentialité vis-à-vis du fabricant. Mais l'idée, c'était que, par contre, tout ce qui est d'habitude public sur les sites Internet de chacune des autorités compétentes, ça au moins soit public et soit public dans la base avec le coup des pays avoir besoin d'aller sur chaque site de chaque autorité compétente. Mais on attend encore le niveau de granulométrie précis sur la partie publique. Il y a des questions aussi sur le basique. Oui. Et sur la stabilité aussi de l'IUD et du basique au cours du temps. Alors, à partir du moment où vous codifiez Alors, on va faire deux parties. La partie basique, donc l'attribution, la définition du basique est propre à chaque adhérent, à chaque entreprise, donc qui va générer son code. Donc là-dessus, vous avez totalement la main pour pouvoir le gérer. Mais comme l'a rappelé Cécile, on ne peut avoir un seul basique UDI-DI par dispositif, par UDI. En fait, il y a toute une stratégie à mettre en place pour faire ces regroupements. Ça, c'est sûr. Il y a des grandes lignes, hein, on a dit, même classe, même finalité, même technologie, en gros. Mais après, les niveaux de granulométrie, c'est à vous de les choisir. Enfin, c'est bien qui définissait justement ce niveau. Tout à fait. Là-dessus, nous n'avons absolument pas à intervenir pour vous orienter sur les regroupements que vous allez effectuer. Et il y a une question qui dit pendant combien d'années il sera possible d'attribuer des GTIN. Mais une fois que votre GTIN est généré et codifié, il est à vie. Il y a une question complémentaire sur le choix du standard. Qui choisit? C'est le fabricant qui choisit l'entité qui est désignée par la Commission européenne. Je pense que c'est bien le fabricant qui choisit, c'est bien le fabricant qui attribue. Par contre, il n'a le choix qu'entre 4 entités à ce stade qui ont été reconnues et qui ont été publiées. Peut-être que ça évoluera. Mais c'est bien lui non seulement qui choisit, avec qui il contractualise pour utiliser les codes, et c'est lui qui attribue les codes. Hein. Ce n'est pas l'entité d'attribution qui lui envoie des choses. Elle lui envoie le comment. Voilà, nous mettons à disposition tous les standards pour que vous ayez totalement la main sur ces actions.
Voilà, il y a des questions qui sont plus pratiques, justement, après, plus appliquées sur l'impact à l'hôpital. Et pour ma part, je répondrai pour dire que suivez donc les autres épisodes parce que nous n'allons pas y répondre aujourd'hui, parce que le temps est déjà compté. Nous sommes arrivés à la fin de l'heure. Alors, est-ce que Laurence, Virginie ou Cécile, est-ce que vous avez repéré une autre question sur laquelle vous voulez? On terminera sur celle-là. Alors, moi, j'ai vu une question sur la construction du Basic UDIDI. Alors, pour répondre au nom de GS1, vous avez des informations sur le site. Nous avons mis à disposition pas mal de choses et d'outils là-dessus, mais vous avez bien évidemment la réglementation qui vous aide et la construction est propre, en effet, à chaque entité d'attribution. Donc, je vous invite à consulter ce qui est disponible en ligne. OK. Voilà, donc vous avez juste, avant de terminer ce sondage, on vous pose la question, donc vous répondez rapidement sur… alors, il y a quelques personnes qui doivent être frustrées, mais comme on se revoit encore 4 fois, vous pourrez, et ces questions ne seront pas perdues, nous les gardons et nous les valoriserons pour les épisodes suivants. Voilà. Donc, ne soyez pas inquiets. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Bon, ben on va peut-être arrêter là, Annelise, parce que c'est 10h01. Donc, on va s'en rester là. Donc, on vous remercie et on vous donne rendez-vous donc là en 15 jours pour la même heure. Et là, nous aborderons plus déjà la notion d'interopérabilité. Il y avait des questions sur ce sujet, donc on va aborder ces sujets-là. Et les animateurs très importants de cette partie seront les gens qui étaient cachés aujourd'hui, à savoir Guillaume et Gilles, en particulier, bien évidemment. Je remercie les 3 intervenantes pour leur présentation qui était très claire et que vous, bien évidemment, vous pourrez retrouver en replay. Très bonne journée à tout le monde et rendez-vous au prochain jeudi. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.